des institutions, la réforme des institutions, que ce soit les questions qui sont relatives au capital humain et à sa consolidation, que ce soit à l'appui au secteur qui porte le développement, sur l'ensemble de ces questions, nous avons eu des avancées et je pense qu'il faut se donner le temps de construire un pays, parce que si un pays, tous les problèmes peuvent être résolus en une fois, notre existence même en tant qu'humain serait remise en cause. Ce sont des défis et je voudrais dire que nous sommes engagés à les relever. Donc vous, on est sur le droit chemin. On est sur le bon chemin. Justement, on parlait effectivement de cette question de sécurité qui est venue mettre à mal effectivement vos prévisions, mais à côté il y a le front social. C'est quand même historique, Monsieur le Président, ce qui se passe actuellement, ces multiples grèves. Est-ce votre pouvoir qui a un problème de capacité à dialoguer avec les partenaires sociaux, ou comme le disent votre gouvernement et votre majorité, c'est plutôt les syndicats qui ont des agendas cachés? Non, je voudrais dire simplement que vous savez très bien que dès le départ, j'ai insisté sur la nécessité que le dialogue social soit notre priorité. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Je pense que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui relève simplement d'une situation où, comme je vous dis, quand nous devons dialoguer, nous devons être déjà deux, mais nous devons apprendre à nous écouter. Le clash est venu du fait que lorsque nous avions discuté avec le syndicat au niveau du ministère des Finances, il restait un certain nombre de points qui étaient des points en suspens, en discussion. Ces points ont été passés à revue. Il restait deux points sur lesquels il n'y avait pas d'accord. C'était les points qui étaient relatifs donc à la sécurisation de ce qu'on appelle le fonds commun aujourd'hui, donc qui était un point qui était en discussion, et le check-off qui était également un second point en discussion. Nous avons considéré que comme nous avions un accord sur les trois premiers points, il était bon qu'on signe un accord partiel, de manière à ce que nous poursuivions la discussion sur les points et les deux autres points sur lesquels nous n'avions pas d'accord. Curieusement, les gens ont répondu que c'était le tout ou rien. Les organisations syndicales estiment que le fonds commun ne fait pas partie de leurs revendications. C'est ce qu'ils disent. Je pense qu'ils peuvent le regarder. Ce n'est pas nous qui l'inventons, mais en tout cas de cause, il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas dialoguer et trouver des solutions sur l'ensemble des questions. La coordination des syndicats du ministère de l'économie pense aujourd'hui que tout est mis en œuvre juste pour retirer un peu les acquis en matière de fonds communs. Aujourd'hui, beaucoup s'inquiètent parce qu'également ils ont pris des engagements sur la base des acquis qui étaient là. Et aujourd'hui, ils sentent que tout ce qui se joue, c'est vraiment autour de ce fonds commun. Monsieur Ouedraogo, nous avons invité l'ensemble des syndicats à une discussion nationale. Tous les syndicats, y compris ceux du ministère de l'économie et des finances, étaient conviés à cette rencontre. Nous avons expliqué 1000 fois qu'au niveau du gouvernement, nous n'avons pas de solution dans nos poches et qu'il fallait que nous venions en discuter ensemble. S'ils avaient accepté le principe d'être présents, l'ensemble de ces questions qu'on pose aujourd'hui seraient des questions qui sont versées sur la table de discussion et de négociation de manière à rechercher les solutions pour régler ces problèmes-là. Nous n'avons pas une question, je dirais, simplement de vouloir faire du mal à des agents ou à des fonctionnaires qui travaillent pour le compte de l'État. C'est une recherche de solutions. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des engagements. On n'a aucun problème pour discuter de ces questions, pour rechercher ensemble les solutions idoines qui nous permettent de les résoudre. Mais faut-il encore qu'on accepte? Monsieur le Président, en attendant, on a l'impression d'assister à une guerre des tranchées. On a du mal à savoir aujourd'hui comment on en sort. Alors, le gouvernement a décidé de recruter un personnel d'appoint. Est-ce que c'est la solution, Monsieur le Président? Non, le gouvernement a un rôle de continuité du service public. Nous sommes, comme vous dites, dans une guerrière de la terre brûlée. Et de ce point de vue-là, nous sommes censés pouvoir assurer la continuité. Aucune disposition n'a été encore engagée. Nous avons encore toutes les chances de pouvoir renouer l'angle et rechercher les solutions qui permettent à notre pays d'avancer. Nous sommes dans cette disposition d'esprit. C'est pourquoi, de mon point de vue, ce que je pense, c'est que,
les syndicats du MINEFI doivent lever le mot de grève et reprendre leurs activités normalement. 2, nous devons nous asseoir pour évoquer les 2 points que nous avons évoqués, puisqu'on nous dit qu'il ne s'agit pas des questions relatives, je dirais, au fonds commun. Et nous verrons maintenant dans la démarche, au regard du fait qu'il y a une conférence qui s'est déjà tenue, qu'ils participent avec les autres syndicats dans les discussions, puisque nous avons encore 6 mois pour préparer la mise en œuvre de nouvelles dispositions sur lesquelles la Convention nationale... Ce fonds commun beaucoup de vivre comme une injustice dans l'opinion. Est-ce que ce sont vos sentiments également? Qu'on donne 55 milliards à quelques agents qu'on considère comme, certains considèrent comme les enfants gâtés de la fonction publique. Oui, bon, disons que le problème du fonds commun, c'est que ce fonds commun existe certainement au Burkina Faso depuis longtemps. Mais quand vous voyez son évolution, c'est une évolution qui est partie d'un fonds commun qui était de 4 milliards à des fonds communs qui aujourd'hui sont de 55 milliards. La question qui se pose n'est pas une question de jalousie, c'est une question de la capacité du budget à pouvoir poursuivre ce genre d'opération. Et c'est pour cela que nous avons invité, je dirais, les différents syndicats à ce que nous puissions réfléchir, parce qu'il s'agit de l'intérêt de tout un pays. Le jour où nous ne pourrons pas payer les salaires, vous savez que ça c'est un gros problème que nous aurons. Le jour où nous allons travailler, nous ne pourrons pas faire des investissements productifs pour le pays, c'est une difficulté également que nous avons. Nous devons penser à nous-mêmes, mais penser aussi qu'aujourd'hui nous sommes près de 18 millions de Burkinabés, où chacun n'a pas de salaire, mais attend que le gouvernement fasse des efforts pour qu'il y ait des routes, pour qu'il y ait des dispensaires, pour qu'il y ait des écoles, pour qu'il y ait des améliorations de leurs conditions de vie. Et c'est dans ce sens-là que nous appelons tous les travailleurs sans exception à cette réflexion d'intérêt commun et non d'intérêt, je dirais, partisan, égoïste, etc. Il faut qu'on travaille ensemble. Alors, Monsieur le Président, je voudrais qu'on fasse une escale sur le dossier du ministère de l'économie et des finances. Quand on regarde les prévisions budgétaires, on voit que, par exemple, au niveau de la DGI, du Trésor et des impôts, les chiffres ont augmenté. Vous leur demandez de faire énormément des efforts pour passer donc à des taux de recrutement qui vont avoisiner 10% en termes d'augmentation. Est-ce que vous pensez que sans motivation, les travailleurs pourront atteindre ces résultats que vous escomptez avec eux? Mais ils bénéficient déjà d'une motivation qui sont des primes de rendement qui sont déjà versées en dehors, je dirais, des fonds communs. Je veux que nous comprenions que l'économie, tout le monde participe au développement économique d'un pays, y compris nos braves paysans, le secteur rural, l'élevage, contribuent beaucoup à l'augmentation du produit intérieur brut. Imaginez-vous simplement qu'un jour, tout le monde se dit, bon, non, on participe, on fait beaucoup d'efforts, mais il faut aussi, si vous ne satisfaites pas tel problème, nous allons arrêter de cultiver. Nous serions dans un blocage inextricable. Nous sommes d'accord que les efforts qui sont faits de recouvrement, si nous travaillons au recouvrement et à faire en sorte même de les dépasser, on trouve les moyens d'encourager les agents à ce travail-là. Mais nous pensons que telles que les choses sont faites aujourd'hui, il faut revoir et la forme et le fond pour que ce soit compatible avec les enjeux budgétaires et les enjeux de développement. On veut comprendre également un autre aspect important. Est-ce que la ministre de l'économie et des finances a votre soutien total et entier sur ce dossier? Parce qu'on a l'impression qu'elle se débat seule face aux organisations syndicales de son département. Non, elle ne se débat pas seule. C'est un dossier du gouvernement. Je tiens à vous le dire. C'est un dossier du gouvernement et l'ensemble des discussions qui sont menées par le ministre des Finances, le ministre de la Fonction publique, qui participent sur la base des instructions données au niveau du gouvernement à ce travail avec les syndicats. Je pense qu'il ne faut pas non plus, comme parfois on a le sentiment, personnaliser ce débat-là entre le ministre des Finances et les syndicats, et c'est pourquoi le gouvernement participe à cette discussion. Je voudrais encore réitérer toute la disponibilité du gouvernement à la discussion. Je voudrais encore demander aux syndicats du ministère de l'économie et des finances de lever leur mot d'ordre de grève, de reprendre leur service de manière à ce que nous puissions engager des discussions et qui tiennent compte
évidemment, de tout ce que nous avons déjà engagé avec les autres centrales aujourd'hui. Oui, et qu'ensemble, nous puissions engager ce Monsieur le Président, mais effectivement, quand vous écoutez les organisations syndicales, ils semblent disposés effectivement au dialogue. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a eu une suspension du mot d'ordre de sit-in, effectivement, pour laisser une chance au dialogue. Il y a eu aussi l'initiative du médiateur du FASO, mais on a comme l'impression que finalement, en tout cas, les syndicats ont l'impression que finalement, c'est au niveau du gouvernement qu'on a du mal à se décider pour engager ce dialogue. Oui, je crois que dans une telle situation, il faut un peu se départir chacun de son ego. Parce que nous saluons toutes les initiatives qui ont été prises dans le sens de procéder et de permettre un dialogue entre le gouvernement et les syndicats du ministère de l'économie et des finances. Je dois aussi vous rappeler que dans le cadre des discussions que nous avons menées avec l'ensemble des syndicats, on n'a pas eu besoin de tout ce tohu-bohu pour régler les questions. Que ce soit avec les personnes de la santé, de l'enseignement, de l'éducation, tous ces secteurs sont stratégiques. Parce que si aujourd'hui on était bloqué et que nos enfants ne pouvaient plus faire des examens, on ne serait pas en train de se poser la question si les finances sont plus stratégiques, y compris également la santé. Je pense qu'il est nécessaire que nous puissions reprendre le débat en face à face entre ces syndicats et le gouvernement. Oui. Nous n'avons aucun problème en la matière, je le réitère, et je demande simplement que ces syndicats lèvent le mot d'ordre et que nous engagions les discussions justement entre le gouvernement et les syndicats. Monsieur le Président, vous avez fait allusion à plusieurs reprises à cette rencontre, à cette conférence donc, qui a réuni en tout cas beaucoup d'acteurs, dont également la plupart des centrales syndicales, pour donc la remise à plat des salaires. Alors l'objectif qui avait été affiché, c'était donc une maîtrise de la masse salariale, mais le résultat auquel on a abouti, c'est que 80% vont avoir des augmentations et 20% ne vont pas connaître, en tout cas, de diminution de leur salaire. Est-ce qu'on est passé à côté de l'objectif? Parce que, bon, vu de l'extérieur, comme ça, quand on regarde, on a l'impression que plutôt les gens vont sortir avec des salaires encore plus élevés. Mais non, je pense que nous allons, après la conférence, puisqu'il va être mis un comité de suivi qui va intégrer toutes, je dirais, ceux qui ont participé, syndicats, etc. Et nous allons maintenant procéder, durant la période à venir, sur l'ensemble de la préparation technique de ces dossiers-là, puisqu'il faut les adopter en conseil, il faut les faire, les entériner, il faut que les prévisions qui ont été données puissent être respectées dans la réalité des salaires que chacun, les uns et les autres, vont toucher. Et donc ce travail va se faire maintenant. Mais je dois pouvoir dire que sur les itérations qui ont été faites, nous aurons une meilleure maîtrise, je dirais, de la masse salariale, une meilleure égalité entre également les agents de la fonction publique. Et je crois que c'est là l'objectif qui est visé. C'est pour dire simplement que nous devons travailler à la maîtrise de nos dépenses, y compris les dépenses salariales. Nous sommes déjà, vous savez qu'au sein de l'UEMOA, il y a une barre de 35% qui est mise pour les dépenses salariales. Nous sommes déjà largement au-dessus de cette barre. Oui, Monsieur le Président, mais justement, pour cette conférence, on s'est rendu compte qu'il y a des catégories de travailleurs qui émergent au budget de l'État et qui ne semblent pas concernés. On a parlé du cas des magistrats, par exemple, comme des intouchables, alors qu'on estime que le problème est parti de là, et d'autres entités qui ont des statuts particuliers qui ne sont pas concernées par cette remise à plat. Alors, du coup, l'équité recherchée, c'est où? On se demande. Non, je veux dire que l'équité recherchée, c'est que d'abord, je dois dire, quand on dit le problème est parti de chez les magistrats, je voudrais d'abord noter que c'est un argument facile qui est souvent utilisé. Parce que d'abord, lorsque nous sommes arrivés, nous sommes venus, nous avons trouvé des engagements qui étaient déjà pris par le gouvernement. L'État, c'est une continuité. Nous ne pouvons pas remettre en cause ces engagements, que ce soit sur la loi 081, que ce soit le texte qui était relatif aux magistrats. C'est ce que nous avons fait. Les revendications catégorielles qui sont venues des autres secteurs
certainement sont légitimes parce qu'elles étaient fondées sur forcément des besoins de pouvoir améliorer les conditions des travailleurs. Mais l'un ne doit pas être l'argument pour justifier l'autre. Le second aspect, c'est que les problèmes que vous avez évoqués ont été évoqués au cours de la conférence. C'est des questions qui restent toujours en discussion et nous allons justement, parce que nous avons demandé au ministre de la fonction publique de mettre l'ensemble de ces structures rapidement en place pour que nous puissions poursuivre la discussion et que nous puissions voir comment nous pouvons toujours œuvrer à assurer cette équité entre l'ensemble. Ce n'est pas une égalité de salaire, c'est une équité. Donc pour vous, clairement, il n'y a pas de super fonctionnaire au Burkina Faso? Lesquels? On a pris l'exemple des magistrats, par exemple. Mais les magistrats, vous savez, comme je vous ai dit à l'époque, ont négocié avec le gouvernement de la transition. Est-ce que vous n'avez pas cédé facilement aux magistrats pour finalement nous amener dans cette crise qu'on connaît aujourd'hui? Non, nous n'avons pas cédé facilement, parce que si nous avons discuté longuement avec les magistrats, mais comme je vous ai dit, c'était déjà des accords qui avaient été pris avec la transition. Donc, nous étions tenus de respecter les engagements que le gouvernement avait pris, parce que le gouvernement est une continuité. L'année dernière, de la 0,81. C'était également un texte qui avait été pris, mais qui malheureusement au plan budgétaire n'a pas fait l'objet d'une budgétisation sur l'année 2016. Alors, donc il a fallu déjà faire des acrobaties pour respecter un peu tous ces engagements que le gouvernement avait eu à prendre. Monsieur le Président, est-ce que la baisse cette année du nombre de postes à pourvoir au niveau de la fonction publique procède également de cette volonté de maîtriser la masse salariale? Parce que c'est une décision que beaucoup ne comprennent pas, parce que vous avez dans votre programme prévu le recrutement, en tout cas de créer au moins 650 000 emplois, et cette année on remarque quand même une baisse très importante dans le nombre à pourvoir, le nombre de postes à pourvoir à la fonction publique. Non, je voudrais d'abord souligner que 650 000 postes à créer, ce n'est pas des postes de la fonction publique. C'est des postes également qui sont tous les recrutements qui sont faits dans le secteur privé, et toutes les activités qui sont menées dans le secteur informel, etc., etc., les mines, ainsi de suite. Le second aspect sur lequel je voulais également revenir sur cette question, c'est que le budget de l'État, c'est comme nos poches, en quelque sorte. Vous savez que toutes les revendications qui ont eu satisfaction à travers des accords qui ont été signés entre les syndicats et l'État ont un impact forcément sur la masse salariale et du même coup induisent le fait que si nous voulons continuer à garder les équilibres, on est obligé de réduire également les emplois de façon transitoire en attendant de retrouver meilleure fortune. Alors donc, ce que nous avons fait cette année relève de cela. Ce qui est tout à fait logique. 650 000 emplois demain. Ça demeure. Alors ça demeure toujours. Vous avez promis donc pendant la campagne électorale de créer 650 000 emplois. Aujourd'hui, à mi-mandat, vous avez les Burkinabés qui vous regardent. Votre gouvernement a pu créer combien d'emplois au peuple burkinabé? Non, pas le gouvernement, c'est le gouvernement et le secteur privé. Alors, si vous faites la sommation aujourd'hui, on est à combien de... Si nous regardons aujourd'hui sur la base d'une investigation qui a été faite par le ministère de la Jeunesse, non achevée parce que non complète, nous pouvons dire qu'à la date d'aujourd'hui, il y a près de 190 000 emplois qui ont été créés. Maintenant, ce chiffre-là est appelé à augmenter parce que nous avons demandé que le champ d'investigation soit élargi à toutes les entreprises, toutes les sociétés et également dans tous les secteurs qui concernent l'agriculture, le secteur informel, ainsi de suite. Donc déjà, de façon directe, que nous pouvons dire, il y a près de 190 000 emplois qui sont créés. Alors justement, parlons d'emploi. L'une de vos actions, c'est bien sûr le programme national Start-up qui devait permettre de créer 10 000 emplois directs, 500 Start-up en 5 ans. Alors, est-ce que véritablement, parce qu'il faut une chose est de créer des emplois, mais une chose est aussi de créer des emplois véritablement solides. C'est surtout la question. Est-ce que toute cette politique de start-up qui est développée, est-ce que c'est quelque chose de viable? Non, c'est viable, puisque nous avons commencé, effectivement, on met 2 milliards par an pour les start-up. Pour la première sélection, il y a 30 structures, entreprises qui ont été sélectionnées dans ce sens. Et ça doit se poursuivre. Et
la question, c'est de créer des emplois qui permettent aux Burkinabés de vivre avec dignité, de pouvoir subvenir à leurs besoins. Quand on dit des emplois d'un certain, je ne sais pas ce que ça veut dire. Aujourd'hui, nous devons encourager nos jeunes à développer des initiatives en la matière. Et chaque année, nous avons décidé de soutenir en moyenne 100 jeunes, mais qui nous présentent des projets qui sont des projets novateurs et qui sont des projets qui méritent que cela puisse être soutenu. Donc il y a une équipe de sélection. Ils se plaignent du fait qu'on leur demande des garanties qu'ils ne peuvent pas fournir dans les conditions de crédit qui leur sont proposées par le ministère. Non, si c'est le start-up, il n'y a pas de problème de garantie. Et je dois vous dire d'ailleurs que lorsque j'ai fait la rencontre avec les jeunes, j'avais pris l'engagement qu'un fonds de garantie serait mis en place pour soutenir les jeunes qui ont des dossiers bancaires. Ce fonds a été mis en place et dispose de 500 millions en compte. Donc, il s'agit de présenter les dossiers. Si ces dossiers sont viables et peuvent donner des perspectives de survie et de vie, le fonds assurera la garantie pour qu'ils puissent prendre le crédit. Alors, Monsieur le Président, pour progresser, alors quand vous êtes arrivé au pouvoir, dès vos premières allocutions, vous avez pointé la défiance de l'autorité de l'État comme étant l'un des principaux problèmes qu'il va falloir résoudre pour, en tout cas, créer les conditions de vivre ensemble des Burkinabés. Mais jusqu'aujourd'hui, on a l'impression que la défiance de l'autorité est toujours monnaie courante. Il suffit de sortir et dans la circulation. Bon, on a l'impression que personne ne respecte personne. Alors, est-ce que jusqu'à présent vous peinez peut-être à trouver en tout cas la bonne solution ou la bonne approche pour adresser ce problème? Non, l'approche est très simple. Vous savez que nous sommes dans un état de droit. Nous avons des droits, nous avons des devoirs. L'ensemble de nos comportements et sociétés sont régis par des textes de loi et le règlement. Mais c'est comme je dis, lorsqu'on parle de changement, tout le monde dit qu'il faut que ça change au Burkina Faso. Mais pour que ça change, il faut que individuellement nous acceptions de changer nous-mêmes. Or, le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut le changement. Mais quand on dit qu'il faut changer, personne ne veut changer. Et c'est ça notre principale difficulté. Lorsque nous disons la loi sera appliquée dans sa rigueur et que nous l'appliquons, on dit ah, le gouvernement est frileux, le gouvernement c'est la répression. Non, il faut qu'on s'entende parce que le vivre ensemble aussi dépend de ça. C'est pourquoi la lutte contre justement ce fléau qui gangrène la vie de la nation, c'est que nous avons fait la sensibilisation, nous avons attiré l'attention, mais je dois pouvoir dire que nous allons appliquer la loi dans toute sa fermeté désormais. Et je pense qu'il faut que les Burkinabés, on se le dise, nous avons pris des règles, nous avons un cadre de travail, la loi est là pour tout le monde. Mais vous êtes les premiers, c'est ceux qui demandent de lutter contre l'incivisme. Quand vous commencez, c'est eux qui disent qu'il y a la répression. Le Burkinabé veut toujours une chose et son contraire. Il faut qu'on change. Alors, Monsieur le Président, je voudrais qu'on parle de la réduction du train de vie de l'État. Moi, je suis tombé sur un document qui m'a vraiment impressionné. Je vois que l'avion présidentiel, par exemple, pour sa réfection, prend 4 milliards de francs CFA par an. C'est sorti donc dans le document que j'ai pas devant moi ici. C'est le même budget qui a été programmé pour 2019. 2020, encore, on est à 4 milliards 5. 2021, 4 milliards 5. Est-ce qu'il n'est pas temps pour le Burkina Faso de s'acheter un nouvel avion présidentiel que de prendre 4 milliards chaque année pour réviser l'avion présidentiel? Parce que 4 milliards pour réviser l'avion présidentiel par an me semble un montant qui n'est pas avéré. Le document, il est là, Monsieur le Président. Les chèques que nous faisons annuellement sont des chèques de différents niveaux. Et donc, on ne peut pas mettre 4 milliards chaque année dans un avion. Je veux simplement dire que ce qui est sûr, c'est que l'avion aujourd'hui, même si au départ il avait des grosses réparations à faire, est aujourd'hui un avion qui fonctionne normalement. Et de ce point de vue, c'est vrai que pendant plusieurs périodes, on a donné le sentiment qu'il fallait qu'on change d'avion parce que c'est un avion qui est dangereux pour la sécurité du président. Et bon, mais je dois pouvoir vous assurer
que pour l'instant, bon, sauf cas de force majeure que je ne peux pas prévoir, l'avion fonctionne normalement et je pense qu'il ne serait pas utile parce que l'argent que nous devions mettre en tout cas dans, je dirais, l'achat d'un nouvel avion serait hyper coûteux et je crois que c'est mieux que nous conservions en l'état. Avec les mêmes montants toujours, parce que ça sort à la page 50 du document de programmation budgétaire. Oui, programmation budgétaire, mais ce qui est programmé, ce n'est pas ce qui est exécuté, je peux vous l'assurer. Alors, nous ne dépensons pas 4 milliards. Sur cette question de la réduction du train de vie de l'État, récemment, il y a donc l'affaire de l'achat, du renouvellement des véhicules des membres du gouvernement, en tout cas des achats à coût de plusieurs milliards, plus de 3 milliards. Alors, beaucoup dans l'opinion n'ont pas compris. Et au moment où on parle de réduction des trains de vie de l'État, au moment où on parle de situations difficiles, l'insécurité alimentaire et tout ça, ils n'ont pas compris que vous puissiez prendre cette décision-là de mettre autant d'argent pour renouveler les véhicules. Non, je voudrais simplement dire que l'État doit fonctionner. Autant je comprends, je dirais, l'invective qu'on peut faire, mais je pense qu'autant aussi, il est bon de ne pas faire de faux procès. Vous avez un gouvernement, il a besoin de se déplacer, les véhicules qu'on a sont dans un certain état de vétusté, nous ne pouvons pas continuer à les regarder ainsi et à nous dire il faut qu'un ministre arrive, il pousse la voiture en panne, on descend au bord de la route, et on va nous dire encore que voilà, nous sommes en train de mettre la pression sur les ministres pour qu'ils ne travaillent pas. Il était tout à fait normal. Il y a des dépenses qui sont incompressibles que nous devons faire. Il faut qu'on accepte que pour faciliter également l'activité du gouvernement, nous puissions procéder à ce renouvellement-là. Nous aurions pu, disons, si c'était des dépenses de prestige, à ce moment j'aurais compris. Mais je voudrais simplement vous rassurer que ce qui nous a guidés, c'est l'opérationnalité pour le gouvernement. Et je pense que sur ce plan-là, il faut que... On va acheter des talismans. On aurait acheté quoi? Ce serait le même débat, quelle que soit la voiture que vous aurez achetée. C'est peut-être le contexte qui a choqué, parce qu'on parle de rationalisation. Mais la rationalisation ne veut pas dire qu'on doit empêcher le fonctionnement. C'est ce que je veux dire. Il faut que nous nous comprenions bien. Une chose est de rationaliser, mais il est évident que si on dit on va rationaliser l'activité à la télé, en disant on pourrait vous acheter des caméras, on ne peut pas, mais ça ne marchera pas. C'est une rationalisation qui n'a pas de sens. Nous devons assurer le fonctionnement de l'État. Le gouvernement doit être opérationnel. C'est pour cela que je dis, ok, le contexte peut choquer, mais arrêtons de faire des gorges chaudes sur des questions qui sont des questions d'opérationnalité, beaucoup plus des questions de prestige. Monsieur le Président, alors, dans la réduction du train de vie de l'État, il a été question aussi de suppression de certaines institutions au Burkina Faso. Est-ce que vous y êtes favorable? On a parlé par exemple du haut représentant du président du Faso. C'est l'occasion pour vous de dire à la population quelle est sa mission. Il y a aussi le HCRU, le Conseil économique et social, le médiateur du Faso. Est-ce que vous êtes favorable à la suppression de toutes ces institutions qui coûtent cher à l'économie nationale? Vous savez, d'abord, tout ce qui concerne les institutions de la République sont codifiés dans la Constitution. Donc il ne peut pas appartenir à une rencontre, quelle qu'elle soit, de modifier ce que la Constitution a prévu comme institution. Mais y compris le Haut Conseil. Hein? Y compris le représentant du président. Non, je viens. Le haut représentant n'est pas une institution de la République. Donc je viens. Je situe deux cas qui sont différents. La Constitution qui est en cours, sur laquelle nous avons eu un consensus, qui sera présenté au référendum en 2019, a déjà défini les institutions qui y sont. Le haut représentant a rang de président d'institution, mais ce n'est pas une institution. Mais il coûte cher. Non, mais est-ce que quel est le coût? Puisque vous dites qu'il coûte cher. Donnez-moi le coût du haut représentant. Il y a toute une équipe qui travaille avec lui et tout ça. Alors, on le voit régulièrement avec vous dans l'émission, alors qu'il est censé vous représenter. Mais est-ce que c'est ça le coût? Il y a tellement de gens qui voyagent avec moi, monsieur, y compris des journalistes. Mais je ne vois pas quel est le coût que ça apporte de plus. Ce que je dis simplement, j'ai demandé et j'ai crié le haut représentant du chef de l'État pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est qu'il y a un certain nombre d'activités sur lesquelles
je souhaite avoir quelqu'un d'une certaine hauteur pour représenter le chef de l'État. Deuxièmement, il y a un certain nombre de réflexions sur les questions sociales, des questions économiques et politiques que je souhaite également que soient engagées également au niveau du haut représentant. Troisièmement, en tant que chef d'État, dans des institutions telles que l'Union africaine, telles que nous avons également avec la Banque mondiale, il y a des moments où le président du FASO est sollicité pour être champion dans un certain domaine qui nécessite des missions, des rencontres avec d'autres autorités. Et de ce point de vue-là, j'ai choisi le haut représentant pour faire ces missions pour mon compte, me rendre compte jusqu'au jour où nous faisons la rencontre finale pour discuter donc du programme. Par exemple, je prends un exemple simple. J'ai été désigné comme champion dans une discussion relative au nouveau mode de financement de la santé avec la Banque mondiale et la Norvège. Cette mission, nous devons l'avoir d'ici le mois de novembre et au cours de ce rôle que j'exécute aujourd'hui nécessite un certain nombre de rencontres, des réunions intermédiaires, etc. J'ai mandaté le haut représentant pour me représenter à cela. C'est pour dire simplement, ne confondons pas ces structures qui sont des structures, comme je dirais, d'appui à la présidence, parce qu'on me dit, oui, mais le président est conseiller. Pourquoi? On va aller chercher un représentant parce qu'il est des conseillers. On n'a pas le même type de travail. Les conseillers au quotidien travaillent sur les dossiers qui sont relatifs au fonctionnement du gouvernement. Alors, Monsieur le Président, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans ce que vous dites quand vous dites clairement que la rencontre ne peut pas enlever, par exemple, non, je veux dire, par exemple, s'il est prévu dans la Constitution que le Conseil économique et social, même si la précédente sera là, cette rencontre que nous avons ne peut pas me remettre en cause le consensus qui a été obtenu au niveau de la Constitution. Ça veut dire qu'il faut réouvrir le débat. C'est ce que je veux dire. Est-ce que vous êtes favorable aujourd'hui pour qu'on réouvre le débat justement sur ces institutions que l'on a recommandé la suppression aujourd'hui? Non, je pense que si on réouvre le débat sur la Constitution, on va ouvrir une boîte de Pandore. Ça veut dire qu'on va repartir à une discussion un peu sur tout. Mais les forces vives seront peut-être choquées de savoir qu'ils ont fait des propositions qui n'ont pas été prises en compte. Non, mais je veux dire que les forces vives étaient intégrées aux discussions au moment de la Constitution. Je suis désolé, tout le monde le fait que nous avons épuisé près de 30 minutes déjà, alors qu'on n'a qu'une heure, on va progresser surtout sur les questions de l'économie. Alors, vous avez également plusieurs fois évoqué cette nécessité donc de la relance économique, mais d'une manière générale, aujourd'hui, quand on regarde, on a toujours l'impression qu'il y a une morosité, en tout cas de l'économie, parce que pour peu qu'on écoute un peu les gens sur le terrain. Mais je veux dire que la morosité de l'économie n'est pas simplement burkinabé, mais nous devons nous féliciter du fait que, malgré un contexte difficile, caractérisé, comme je l'ai dit, par l'insécurité, caractérisé par une certaine grogne sociale qui est une réalité, qui empiète forcément et qui a une conséquence sur le développement économique et social, nous devons quand même nous dire qu'aujourd'hui le Burkina Faso a un cours de croissance économique qui est de l'ordre de 6,7%. Ça veut dire que notre économie est en reconstruction et justement nous devons poursuivre les efforts pour que nous puissions consolider cette progression de l'économie. La rhétorique nous retorque toujours, oui mais ça on n'est pas perceptible dans le panier de la ménagère. Oui, c'est pas perceptible. Mais nous devons nous dire qu'il faut que nous puissions faire progresser ce taux à 2 chiffres pour que dans la réalité, nous ayons la perception du retour. C'est pour cela... Est-ce qu'on en prend la voie? On en prend la voie, nous sommes dessus. Puisque vous avez vu qu'entre 2016 et 2017, il y a déjà une évolution du taux de croissance. Aujourd'hui, nous avons intérêt tous, que ce soit syndicalistes, que ce soit l'État, à trouver une solution pour que tout le monde se mette au travail pour la mobilisation des ressources. Je dois pouvoir dire que, à l'actif de tous ceux qui travaillent dans le domaine des finances, sur les 2 ans et demi, la mobilisation des recettes dans le cadre de ce qui était prévu au niveau du plan national de développement économique et social est une mobilisation de recettes qui aujourd'hui avoisine environ un peu plus de 85%.
ça veut dire qu'il y a du travail qui est fait. Nous pouvons faire plus en ce qui concerne la contribution nationale. Mais en même temps que nous apportons les recettes, si nous ne gérons pas nos dépenses, ça veut dire que c'est un coup d'épée dans l'eau. Puisque finalement, nous bouffons tout ce que nous obtenons comme recettes. Donc pas d'investissements nationaux, pas de contribution à des développements de programmes au plan national, et cela pose des problèmes. C'est pourquoi je dis la morosité aujourd'hui, si vous constatez et vous allez dans un certain nombre de secteurs de l'économie, les gens vous disent effectivement ça reprend. Dans les hôtels, les gens constatent maintenant il y a une petite reprise. Dans les ventes de motos, les gens trouvent il y a une reprise. Il y a un certain nombre de secteurs. Donc, on ne peut pas dire voilà, l'argent ne circule pas parce que l'argent n'est pas dans ma poche. Je considère que le pays ne marche pas. Dans le cadre de cette relance, il a été question de soutenir les entreprises sinistrées, notamment après l'insurrection. Il y a eu un rapport. Est-ce que quelque chose est fait effectivement dans ce sens pour éviter effectivement, parce que depuis ce temps, on a constaté quand même qu'il y a eu beaucoup de destruction d'emplois? C'est clair. Nous sommes tout à fait d'accord. Le rapport qui a été fait au départ, dont nous avons montre qu'il y a à peu près plus de 55 milliards à 60 milliards de dégâts qui ont été causés au cours de l'insurrection sur des sociétés. Bon, il est évident que entre les problèmes que nous avons à résoudre et la question de la résolution de ces questions, il faut déjà deux choses. La première des choses, on a demandé à chacun de faire le point lui-même de ce qui est détruit. Donc, évidemment, chacun est resté chez lui, a calculé ses chiffres et est venu déposer. Aucune contre-expertise n'a été faite en son temps. Donc, vous voyez très bien que nous ne pouvons pas nous permettre, sur la base simplement de votre seule déclaration, décider de vous payer sur cette base-là. C'est pourquoi, aujourd'hui, le HCRU est en train de s'entourer d'un certain nombre de spécialistes dans ces domaines pour que nous puissions rétablir la vérité des choses. Il est clair que l'État doit prendre ses responsabilités, mais c'est clair aussi que nous ne pourrons pas payer à 100% chacune de ces industries. Ça sera forcément une proposition qui sera une cote mal taillée, discutée, mais nous sommes engagés à ce que ce débat-là, nous puissions le mener, à condition de stabiliser déjà les relances économiques suppose aussi énergie, alors que quand on regarde un peu la situation, ce qu'on a vécu cette année, peut-être que ça faisait longtemps qu'on n'a pas vécu pareille difficulté dans le domaine de l'énergie, avec tous les délestages et toutes les nuits difficiles que beaucoup de Burkinabés ont passées à cause donc de ce manque de courant, alors que ça faisait également partie de vos engagements de mettre fin à cette situation, Monsieur le Président. On a l'impression d'avoir touché le fond cette année. Non, on n'a pas. Disons qu'on a eu des difficultés majeures. C'est clair que la question des délestages, non seulement il y a la conséquence au plan des industries, il y a la conséquence au plan des citoyens comme vous et nous. Parce que je dois quand même dire que quelque part, je suis bien conscient des questions de délestage sur les citoyens, parce que dans mon domicile de vie, je n'ai pas de... Vous avez passé une nuit dans l'obscurité comme tous les citoyens burkinabés. Tout à fait. Sans que vous... C'est vrai que nous avons pris des engagements de faire en sorte que non seulement nous puissions développer le solaire pour consolider un peu notre... Comme je dis, cet engagement, nous le tenons. Il y a des projets qui sont en cours, mais comme vous savez, dans ce domaine de l'électricité, nous ne pouvons pas nous lever du jour au lendemain. Pour installer une centrale, il faut du temps. Il faut au moins 1 année à 2 années pour la mise en place des centrales. Le second aspect, c'est que cette année, le déficit en demande en matière énergétique était de l'ordre de 100 MW. Ça veut dire qu'il y a une augmentation des besoins de consommation au niveau de Burkina Faso, dû forcément à l'installation de nouvelles mines, dû aussi au fait que les Burkinabés ont amélioré plus ou moins leurs conditions, puisque chacun a des climatiseurs, chacun a des frigos, chacun a en tout cas du matériel qui fonctionne à l'électricité. Nous avions
avec la Côte d'Ivoire un accord, effectivement, de fourniture d'électricité, à des conditions qui sont intéressantes. Mais la ligne d'interconnexion avec la Côte d'Ivoire... Maintenant, on a des problèmes de temps en temps sur cette ligne pour plusieurs raisons. Il peut y avoir de temps en temps des problèmes qui sont internes à la Côte d'Ivoire, mais il y a des problèmes sur les lignes de transport aux côtés de Burkina Faso. Parce que non seulement il y a une déperdition d'énergie en cours de route, mais la puissance qui est injectée parfois amène des ruptures sur les lignes de Burkina Faso. Ce qui fait que, comme on dit souvent, quand vous dormez sur la natte du voisin, vous dormez plus ou moins à terre si vous n'avez pas toutes les dispositions. Ça veut dire que nous devons, à ce stade, retravailler à ce que les lignes de transport soient refaites de bout en bout pour cette interconnexion avec la Côte d'Ivoire. Nous avions une interconnexion avec le Ghana qui devait être opérée et qui devait se terminer depuis un certain temps. Mais du côté ghanéen, il y a eu des difficultés. Aujourd'hui, cette ligne est établie maintenant. Nous allons commencer avec le Ghana à avoir 50 MW maintenant et 100 MW qui vont venir d'ici la fin du mois de décembre. Nous avons un projet également avec la BID qui va se mettre en place aussi tout de suite. Je vous dis, c'est clair que nous avons traversé une situation qui est une situation qui a inquiété et qui a inquiété beaucoup de Burkinabés. Moi-même, plusieurs fois, j'ai eu à téléphoner au directeur national pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais je peux vous assurer que tout en travaillant justement à faire en sorte que nous ayons notre pool interne au Burkina Faso de gestion, je dirais, de l'énergie, les dispositions seront prises pour que dans les périodes chaudes à venir au Burkina Faso, nous n'ayons plus ce genre d'inconvénients. Il y a la question également de l'eau potable, l'accessibilité de l'eau potable à tous. Vous avez lancé la campagne Zéro corvée d'eau donc pendant votre mandat. Où en est-on avec ce projet? Parce que pendant également la période difficile, les populations avaient du mal à avoir l'eau potable dans leur maison. Non, je veux dire qu'il y a deux choses qu'il faut voir à ce niveau. Nous avons augmenté le potentiel de production d'eau de l'ONEA, qui est passé à 156 000 mètres cubes par jour. Malgré tout, Ouagadougou a des problèmes dus aussi à son surpeuplement. Ziga devait régler le problème. C'est ça, c'est déjà venu. 156 000 mètres cubes sont déjà là, en plus, mais déjà dépassés. Parce que la ville de Ouagadougou non seulement s'étend de partout, mais les zones périphériques de Ouagadougou, il y a des difficultés. Et vous savez très bien que parfois, quand il y a des pannes de courant, ça joue aussi sur le remplissage des châteaux, ça joue aussi sur la fourniture d'eau dans nos différentes maisons. Pour la démographie, est-ce que c'est une prévision qui ne sont pas bonnes alors? Non, ce n'est pas une histoire de prévision. Les prévisions sont là. Le taux de natalité sont là. Le taux de participation, de retour du monde rural vers Ouagadougou aussi sont là. Mais vous ne pouvez pas avoir tout le temps des gens, des populations qui se trouvent par exemple à la périphérie de Ouagadougou à 10-15 km et qui veulent que l'eau arrive. C'est toujours difficile. C'est pourquoi, durant cette période, on a essayé de voir, partout on peut faire des forages pour rapprocher, on a essayé de le faire. Partout il fallait essayer d'amener des camions pour pouvoir satisfaire les populations, on a essayé de le faire. C'est une difficulté. Mais je voulais dire que sur l'ensemble du territoire, il y a quand même 4700 forages qui ont été faits. Il y a quand même 1760 forages qui ont été réparés. Est-ce qu'il y a une cartographie de ces réalisations pour qu'on puisse avoir... Nous avons dit toujours, pour des questions de transparence, toutes les zones, au moins pour le ministre de l'eau, je peux tirer le chapeau, nous avons dit, il faut mettre ça sur la ligne, et le net, et que tout le monde puisse constater. Partout on dit qu'il y a un forage, s'il n'y en a pas, qu'on puisse nous le dire. Là, Monsieur le Président, on va progresser avec cette fois les questions de santé, avec bien sûr la situation dans laquelle se trouvent, en tout cas les hôpitaux de référence du Burkina. Je vais parler de Yalgado, je vais parler de Sourou-Sano à Bobo de Lasso, où il suffit de faire un tour dans les urgences pour voir que véritablement les conditions sont difficiles. 2 ans et demi après, on voit que les choses n'ont pas encore véritablement bougé. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Non, je voulais dire d'abord que vous avez tout à fait raison. L'hôpital Yalgado est un problème. Je me rappelle d'ailleurs qu'au moment où j'étais Premier ministre, nous avons lancé des travaux de réaménagement de l'hôpital pour essayer d'améliorer le confort.
Et le constat aujourd'hui, c'est que l'hôpital Léandro est dans une situation, je dirais, difficile. Et il avait été établi donc qu'un travail d'étude soit fait de manière à voir comment, dans cette même zone, il est possible de commencer à construire un nouvel hôpital tout en conservant les anciens au fur et à mesure en transférant les malades. Cette étude a été terminée. Nous sommes maintenant sur la base de la recherche de partenaires pour que nous puissions reprendre de façon pratique la remise en état de l'hôpital Yaoundé, parce que l'hôpital Yaoundé est bien situé, parce que c'est l'hôpital dans lequel tout le monde converge. Mais en même temps, le sol de l'hôpital Yaoundé est un sol spongieux. Il faut retravailler ça de fond en comble. Parce que remettre des choses sur ce sol-là, sans régler les problèmes, je dirais, d'évacuation des eaux, très rapidement, on nous remplit dans le même désastre. Donc, c'est pour dire, nous sommes conscients de la difficulté, le travail est en train d'être fait, et c'est pourquoi nous travaillons à ce qu'il y ait des hôpitaux qui soient créés à Ouagadougou dans un certain nombre d'arrondissements pour permettre aux Marois d'apporter la proximité dans ces zones et d'éviter tous de concentrer les malades sur l'hôpital Yaoundé. Alors l'avenir de la jeunesse burkinabé, ce sont donc l'avenir de ce pays, ce sont les jeunes. Alors on se rend compte qu'il y a des produits toxiques aujourd'hui consommés par les jeunes. On a par exemple la chicha qui est sur le marché burkinabé. Le Rwanda l'a interdit. Pourquoi au Burkina on ne le fait pas? L'alcool frélaté également qui dessine la jeunesse burkinabé. Le tabac qui fait plus de 4000 morts. Est-ce qu'à ce niveau, ce ne sont pas les décisions courageuses qui manquent, par exemple, Monsieur le Président? Vous savez, les décisions courageuses sur lesquelles la question n'est pas d'interdire. La question, c'est de se donner les moyens de veiller à ce que ces alcools frélatés ne puissent plus être vendus au Burkina Faso. Vous savez très bien que déjà sur ces questions, il y a des textes, il y a des choses, il y a des décisions qui sont prises. Mais il appartient à l'État, à tous ceux qui sont sur le terrain, de faire en sorte que nous puissions sanctionner ces actes-là de façon sévère. C'est vrai. Tout ce que vous avez cité contribue à disloquer la jeunesse, à l'ennemi sur le plan de la santé, à créer toutes les violences que nous pouvons voir dans nos villes et parfois dans nos campagnes. C'est pourquoi je voudrais réitérer en tout cas qu'en ce qui concerne le gouvernement, toutes les dispositions doivent être prises à tous les niveaux pour que nous puissions lutter contre ça. Et nous appelons également, je dirais, la société civile et tous les acteurs à ce qu'ensemble nous puissions travailler à éradiquer ce fléau-là qui mine notre jeunesse et l'empêche de donner toute sa contribution au développement. Alors, Monsieur le Président, il fait ce qui reste encore juste une dizaine de minutes. Dans le domaine de l'éducation, actuellement, il y a les examens qui sont en cours. En tout cas, pour le CEP, par exemple, ils attendent les résultats. Mais dans le Sahel, jusqu'à présent, les élèves n'ont pas composé pour les raisons que l'on connaît, les raisons sécuritaires. Alors, des solutions ont été proposées, mais quand est-ce que ces élèves-là pourront composer, Monsieur le Président? Je voudrais, disons simplement que ces élèves, comme vous l'avez dit, c'est pour des questions sécuritaires que nous ne les avons pas, on ne les a pas fait composer. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils vont composer avant la rentrée. C'est parce que nous ne voulons pas qu'ils perdent la chance de continuer leurs études que le ministère de l'Éducation nationale a pris ses dispositions. Mais je peux vous assurer, sans vous donner de date, que ce sera fait forcément avant la rentrée pour que ces élèves-là puissent continuer dans leur école normale. Monsieur le Président, vous avez promis dans votre programme des ordinateurs et de la connexion aux étudiants. Jusque-là, ce n'est pas une réalité, Monsieur le Président. Jusque-là, ce n'est pas une réalité. Nous y sommes, nous y travaillons avec la Banque mondiale et c'est quelque chose qui va se mettre en place. Deuxièmement, je tiens quand même à vous informer également que nous sommes en train également de mettre en place l'université virtuelle qui également, sur la base des nouvelles techniques de l'information et de la communication, vont permettre effectivement aux étudiants de pouvoir avoir l'accessibilité à leurs cours sans avoir besoin de se déplacer au niveau des facultés. D'avoir aussi les possibilités d'avoir différents types d'enseignements en ligne qu'ils peuvent suivre. C'est donc dire que
déjà, comme vous savez, au niveau universitaire comme au niveau du MENA, des efforts importants ont été faits en termes de construction d'infrastructures. Mais, c'est comme nous disons, la natalité est forte au Burkina Faso et nous ne pouvons pas continuer à construire de façon permanente des universités qui pourront prendre tout le monde. Malgré la création de différentes universités à travers le pays, qui vont connaître certainement des montées en puissance respectives, parce qu'il faut les infrastructures également qui accompagnent la mise en place de ces infrastructures, et nous avons opté pour aller à l'université virtuelle et permettre à nos étudiants de pouvoir suivre les cours. Sur la question de l'éducation, zéro école sous Payotte, Monsieur le Président, on constate ces derniers temps sur nos médias des écoles qui s'effondrent, des toits qui s'envolent. En tant que chef de l'État, quand vous voyez ces images, est-ce que vous avez demandé à ce que vos ministres là prennent les mesures nécessaires pour que ces entrepreneurs là soient poursuivis et puissent sanctionner à la hauteur de ces mauvaises réalisations d'infrastructures? Je voudrais dire qu'en ce qui concerne les écoles sous Payotte, il y en a déjà près de 1600 qui ont été construits. Il reste encore quelques-uns à faire, mais nous nous attelons à ce que l'engagement que nous avons pris, qui est qu'à la fin du mandat, il faut que nous ayons soldé cette question des écoles sous Payotte, soit respectée. Concernant maintenant les constructions, ça concerne aussi les écoles que toutes les infrastructures de l'État, parce que c'est une discussion permanente qui est menée sur la qualité des prestataires. Les instructions sont claires. Tous ceux à qui nous avons donné du travail qui n'exécutent pas correctement leur boulot, nous devons les blacklister de nos activités. Mais c'est ça la réalité justement. Alors, donc, nous devons veiller à ce que, justement, les travaux soient réalisés dans les règles de l'art. Ça, nous l'avons dit déjà au ministre, et au niveau du MENA, des dispositions sont déjà prises pour que ceux qui sont là au moment des appels d'offres, qui lancent les appels d'offres, qui définissent les conditions dans lesquelles les travaux doivent être faits, qu'ils soient là pour suivre l'exécution des travaux. Parce que le constat était que ce n'est pas les mêmes personnes. Ceux qui définissent ne sont pas les mêmes personnes que ceux qui suivent. Donc à ce moment-là, il y a toujours ce fameux désordre qui est créé, mais nous avons demandé à ce qu'au niveau des ministères, toute la rigueur soit mise dans ce truc. Je vais parler justement en termes d'infrastructures. Il y a ces marchés par entente directe justement auprès du ministère des infrastructures. Il y a plus de 100 lots. Le délai d'exécution est consommé à 80-90% pour la plupart. Et pourtant, on est encore à moins de 50% du taux d'exécution. Prenez par exemple la route Koudougou-Yako. Il y a également le programme 1000 km de pistes rurales qui devait se tenir en 8 mois. On est à 2 mois après. Toujours, les travaux ne sont pas achevés. C'est des réalités aussi qui se présentent. Il y a également, on a continué avec 400 km de pistes toujours, délai consommé, et toujours, on est autour de 50% du taux d'exécution. Ça, c'est des réalités aussi qu'on vit, liées aussi à ce problème, ces choix d'entente directe. Non, ce n'est pas forcément lié au choix d'entente directe, ça peut être lié aussi à des contraintes qui sont non prévues ou qui n'ont pas été prises en compte au moment des études. Mais je ne saurais pas vous répondre de façon précise sur toutes les préoccupations que vous avez évoquées ici, mais ce que je voulais simplement dire, c'est que les règles de marché sont établies. Que ce soit par antenne directe, que ce soit par l'appel d'offres, pour bénéficier d'un travail par l'appel d'offres que vous devez faire, et que vous ne laissez pas exécuter dans les délais. Parce que, certainement, vous avez proposé des prix qui sont intéressants, mais vous n'êtes pas capable de faire le travail à ce prix. Et vous savez, très souvent, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais en tout état de cause, c'est la responsabilité de l'État d'assurer le suivi. C'est la responsabilité de l'État de faire en sorte de ne pas sortir perdant dans cette telle opération. Monsieur le Président, parce que le temps qui nous était imparti est presque terminé, on va évoquer la question de la sécurité, qui est véritablement aujourd'hui le principal défi. Il y a eu récemment donc le succès, si on peut l'appeler ainsi, et on peut l'appeler ainsi d'ailleurs, donc de Rayongo. Actuellement, vous êtes à mi-mandat. Est-ce que vous avez foi de pouvoir vaincre cette pieuvre du terrorisme aujourd'hui qui crée tant de psychose dans le pays? Non, je voudrais tout d'abord profiter de l'occasion que vous me donnez pour
d'abord saluer l'action de nos forces de défense et de sécurité dans la région du Sahel et partout d'ailleurs sur l'étendue du territoire. Deuxièmement, également, reconnaître la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour la défense de la patrie, parce que c'est le territoire qui était défendu. Et dire que, de mon point de vue, je suis satisfait de l'action de nos forces de défense et de sécurité qui, au fur et à mesure, montrent que nous sommes en montée en puissance. Et c'est ainsi qu'aussi bien au niveau de l'enseignement, au niveau du travail sur le terrain, il mérite donc d'être encouragé. Je voudrais vous assurer que tout est mis en œuvre pour que nous puissions le plus rapidement possible terminer avec, je dirais, le terrorisme, non pas à 100%, parce que comme vous le constatez, c'est un fléau mondial, et même les pays les plus développés n'arrivent pas, mais nous devons faire en sorte d'atténuer la pression du terrorisme dans notre pays. Non seulement par nous-mêmes, mais également dans le cadre du G5 Sahel, où nous sommes censés effectivement nous structurer pour défendre nos frontières d'une manière à limiter la mobilité de ces forces négatives. Mais Monsieur le Président, dans le même temps que vous encouragez les forces de défense et de sécurité, récemment il y a eu donc le cas de l'évacuation de ce soldat blessé qui a quand même offusqué un peu d'une manière générale l'opinion parce qu'il était blessé, il était là avec une balle et il avait besoin d'être évacué et jusqu'à présent ce n'était pas fait. Comment on peut expliquer un tel dysfonctionnement? Non, ce n'est pas un dysfonctionnement. Vous savez, c'est pas parce qu'on a une balle, je dirais, dans le corps qu'il n'y a pas un suivi médical qui est effectué. Il y a des médecins qui suivent le malade, il y a des médecins qui décident du moment et du timing dans lequel l'évacuation doit être faite. Il faut tout le temps se rapprocher, prendre l'information et non commencer à dire, vous savez, il y a des malades pour lesquels, même quand il est blessé, vous ne pouvez pas l'évacuer tant qu'il n'est pas stabilisé. Donc, il faut d'abord prendre les informations. C'est pourquoi notre souci, c'est toujours le même. Nous sommes censés prendre les meilleures mesures qui permettent de soigner nos soldats et nos militaires qui vont en mission et qui subissent des situations comme nous l'avons connu. Aujourd'hui, il a été évacué, l'opération est faite, bon, donc je pense que les choses suivent leur cours normal, ça ne cause pas de difficultés particulières. Il y a l'Organisation de défense des droits humains, Human Rights Watch, qui a soulevé notamment des exactions au niveau de la partie Sahel du Burkina Faso. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez des éléments d'information par rapport à ce que nos soldats font sur le terrain et tout ça? Vous savez, j'ai toujours insisté, à toutes les réunions que nous avons eues avec le major général des armées, sur le fait que nous devons être respectueux du respect des droits de l'homme. C'est vrai que nous sommes sur le terrain, mais nous devons avoir la collaboration avec les populations, que nous devons travailler et traiter avec le maximum de respect et de considération. Ce message est répété en permanence. Un travail est fait également au niveau des forces de défense et de sécurité sur toutes ces questions relatives aux droits de l'homme. Maintenant, Human Rights va envoyer effectivement un papier au gouvernement burkinabé pour s'insurger sur des pratiques qui seraient ceci, cela. Nous avons demandé qu'ils viennent. Ils vont rencontrer le ministre de la Défense. Deuxièmement, ils vont aller sur le terrain. Troisièmement, nous avons dit que nous avons ouvert une enquête pour situer les responsabilités sur l'ensemble de ces questions. Partout où il y a des problèmes particuliers qui ont été évoqués, les dispositions ont été prises en termes d'enquête, en termes de sanctions qui devaient être prises. Mais nous pensons qu'il y a plus de dramatisation que de réalité. C'est pourquoi nous attendons toujours que les preuves soient établies et qu'on nous les montre. Alors, Monsieur le Président, avant de finir, on va évoquer la question de la justice avec cette guerre autour, en tout cas, du Conseil de discipline qui a été institué, qui a mis l'office à la retraite des juges et pas de moines, notamment même la présidente du Conseil supérieur de la communication. On a vu que vous avez écrit également pour demander, en tout cas, un certain nombre de dispositions au niveau de la justice pour éviter ce spectacle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion quand vous regardez ce qui se passe au niveau de la justice? Moi, de toute façon, j'ai écrit simplement pour dire qu'il n'était pas bon
que pour une institution comme la justice, on peut se donner un spectacle. Et que nous avons, il y a pas très longtemps de cela, opté justement pour l'indépendance de la justice. Alors, je voudrais dire simplement que j'ai écrit, comme vous l'avez constaté, je n'ai pas eu droit à l'écoute, si je peux le dire ainsi, et que malheureusement, toutes les procédures sont parties maintenant en justice, entre les différents camps. De ce point de vue-là, on va attendre que l'ensemble de ce processus se termine avant d'essayer de voir un peu comment nous pouvons mettre tous les acteurs dans une discussion beaucoup plus constructive et beaucoup plus structurante pour le domaine de la justice. Pour la justice, justement, il y a cette justice militaire aujourd'hui qui est objet de toutes les polémiques. Elle est au-dessus de la Constitution. C'est la grande question avec tout ce qu'on a pu constater dans le cadre du procès de Puch. Vous nommez des juges, Monsieur le Président, et pour les acteurs de la justice, en tout cas pour une partie, c'est le travail du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, c'est un débat qui est dépassé ça. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la justice, et notamment en ce qui concerne le procès, sur des questions aujourd'hui qui sont des questions, je dirais, de procédure. Et j'ai bon espoir, parce que vous savez très bien que c'est ça aussi la justice dans l'état de droit. Il y a des règles, il y a des procédures. Nous sommes, malgré l'impatience que les uns et les autres peuvent avoir par rapport à ça, obligés d'en tenir compte. Mais je reste convaincu que la justice sera dite, parce que nous ne pouvons pas indéfiniment continuer à traîner, à reporter le procès donc sur cette base. Parce que même des éléments même qui doivent nous permettre de pouvoir aller à ce que tout le monde réclame, la réconciliation nationale, c'est qu'il y ait la vérité de la justice. Comment pourrions-nous aller à une réconciliation nationale si ces questions ne sont pas réglées? Donc il y va de l'intérêt de ceux qui sont aujourd'hui accusés et prétendument accusés de ceci ou cela, que la lumière soit faite pour tout le monde et pour tous les Burkinabés. Alors, une question également en diplomatie avec la rupture des relations avec Taïwan, et vous avez décidé d'aller vers Pékin maintenant, alors que ça ne faisait même pas partie de votre programme politique pendant la campagne électorale. Qu'est-ce qui explique ce revirement à 180 degrés à la dernière minute, Monsieur le Président? C'est pas une histoire de revirement. On ne met pas dans un programme qu'on va quitter un pays quand même. Mais vous avez dit que vous allez continuer, parce qu'on a fait une interview avec vous en décembre ici, vous avez dit je continue avec Taïwan, mais finalement on n'a rien compris. Et évidemment, j'ai continué après ça. Et vous avez arrêté un moment. Nous avons décidé d'arrêter nos relations avec Taïwan, motivés d'abord par les intérêts supérieurs du Burkina Faso. Parce que comme nous avons dit, au Burkina Faso, nous avons besoin de rentrer dans des programmes qui sont structurants pour l'économie et pour le développement de notre pays. Quand je parle de programmes structurants, c'est des problèmes d'infrastructure, c'est des problèmes de développement agricole, c'est des problèmes d'industrialisation, et ainsi de suite. Bref, d'électrification, et ainsi de suite. Donc, le constat que nous faisons, c'est qu'avec Taïwan, nous n'avons pas suffisamment les ressources pour permettre de faire ces investissements productifs. Donc, c'est vrai qu'ils nous aident dans un certain nombre de secteurs, sécurité, etc. C'est un saupoudrage qui est fait, mais qui fondamentalement ne va pas changer la physionomie de notre économie. Ça, c'est un. Le second aspect, c'est que tous les projets sous-régionaux où nous sommes avec les autres ont des difficultés, parce que quand nous parlons du G5, nous disons financer le G5, on dit le Burkina, on n'a pas de relation avec le Burkina, on ne peut pas financer le G5. On dit il y a le chemin de fer que nous voulons faire, Accra. La boucle ferroviaire. La boucle ferroviaire, mais Accra même, Ouaga. Non, nous ne pouvons pas, parce que les relations du Burkina. Donc nous avons décidé qu'il était important, aussi bien au plan national qu'au plan sous-régional, que nous puissions aller dans le sens de l'histoire. Parce que quand même, nous devons nous dire aujourd'hui, quoi qu'on veuille que la Chine, c'est quand même parmi les pays les plus puissants de ce monde. Et qu'il peut contribuer à nous aider dans notre essor économique. Monsieur le Président, on va parler de votre style de gouvernance. Ça vous fait quoi d'entendre dire on a un pouvoir sans autorité, on a l'impression qu'il n'y a pas de capitaine dans le bateau. On a vu récemment avec la démission d'un de vos ministres, les mots ont été très durs,
pour parler effectivement de ce style de gouvernance où on a l'impression qu'on n'a pas un capitaine dans le bateau. Il y en a même qui parlent de pouvoir diesel. Vous savez, quand vous parlez de ministre, quand on me dit d'habitude, un prophète le dit, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Dans tous les cas de figure, ce ministre a travaillé longuement avec nous. Et je dois dire que pour expliquer sa sortie, il n'avait pas d'autres arguments que utiliser ces arguments-là. C'est tout. Deuxièmement, nous sommes dans un pouvoir où je pense qu'il faut partir à point. Il ne s'agit pas de courir, il ne s'agit pas de saupoudrer, il s'agit de construire l'avenir, un avenir qui survit à nos propres personnes. Donc de ce point de vue-là, j'écoute toujours la presse, j'écoute toujours ce qui est dit ça et là. Pouvoir est diesel, il n'y a pas d'autorité, il y a bel et bien une autorité. Et je voudrais vous rassurer que le bateau est bien mené. Celui qui veut estimer n'est pas mené n'a qu'à se tromper, il saura que c'est mené. Ça au moins c'est clair. Alors Monsieur le Président, pour finir, c'est un grand oral de mi-mandat, mais il reste encore 2 ans et demi. Pour finir, qu'est-ce que vous avez envie, Monsieur le Président, de dire aux Burkinabés qui aujourd'hui, Ismaël, donc se pose beaucoup de questions? Oui, des Burkinabés qui se demandent, mais est-ce que finalement ce pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré qui prend l'eau un peu partout pourra finalement arriver jusqu'en 2020? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je dirais simplement ceci, c'est que personne, et je le répète, ne considère le pays à notre place. Le Burkina Faso n'a pas de richesse particulière en dehors du travail des Burkinabés. Le Burkinabé a été reconnu comme quelqu'un d'intègre, quelqu'un de travailleur, quelqu'un qui aime son pays. Nous devons continuer à cultiver ces valeurs-là, de l'intérêt national, du travail collectif, et éviter la rhétorique. Il est facile d'être dans des salons et de faire des déclarations. La question qu'on doit se poser chacun, c'est quelle est notre contribution à l'évolution du Burkina Faso. Roch Kaboré, nous arrivons forcément en 2020. Tout ce que nous disons, le peuple burkinabé aura en 2020 à se reprononcer sur les personnes qu'il estime indispensables, nécessaires pour conduire la destinée du pays. Est-ce que vous pensez à une candidature pour 2020 déjà, au vu de cette gestion du pouvoir? Vous dites, est-ce que 2020 encore, je vais rebelloter pour un deuxième mandat? Dans la loi, je dois faire un deuxième mandat. Donc, je veux dire, dans l'esprit, je me battrai pour réaliser mon programme et je me représenterai en 2020. Et les Burkinabés de la diaspora pourront voter. Vous reprenez l'engagement? L'engagement est pris. C'est un engagement sur lequel je ne recule pas. Je l'ai pris. J'ai dit qu'il faut que les Burkinabés de l'étranger participent aux élections et tout sera mis en œuvre pour qu'ils participent à ces élections. Donc c'est pour simplement dire que je voudrais surtout profiter encore de l'antenne que vous me donnez pour saluer, parce que nous sommes en hivernage, nos braves populations, notamment le monde rural, pour l'abnégation et l'engagement qu'ils ont justement à se présenter les condoléances à tous ceux qui sont, à toutes les familles de ceux qui sont décédés, et à tous les sinistrés également, pour dire que l'État sera à leur côté pour trouver les solutions à même de les permettre de se réinstaller et de pouvoir vivre décemment. Enfin, je voudrais insister encore une fois sur la nécessité que nous puissions tous dans ce pays mettre bas la terre et que au niveau de ce que nous avons dit, la grogne syndicale, au niveau du ministère de l'économie et des finances, nous puissions comprendre que notre intérêt à tous, c'est que tout le monde reprenne le travail. Notre intérêt à tous, c'est qu'une fois que le travail est pris, que nous réintégrons le dialogue. Et notre travail à tous, c'est que l'avenir, nous devons le déterminer ensemble. Voilà ce que je voudrais dire pour inciter et exhorter le Burkina Faso, les Burkinabés au travail.
parce qu'on bavarde beaucoup, mais il y a très peu de travail. Monsieur le Président, et ce soir on a beaucoup parlé, c'était en tout cas tenu à 1 heure d'entretien de rigueur, mais on a dû déborder donc à cause en tout cas de tous ces sujets qu'on ne pouvait pas ne pas aborder. Donc c'est certainement le mot de la fin. Monsieur le Président, on va vous remercier en tout cas pour votre disponibilité pour ce grand oral de mi-mandat. Aubin Guébré, Ismaël Ouedraogo, voilà donc c'est ici que va s'arrêter donc ce grand oral de mi-mandat, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et à bientôt. Merci.